Ça fait bizarre de se dire que ce grand monsieur du cinéma sort, vu son âge avancé, son dernier film, et pourtant, il arrive encore à nous mettre une claque dans la gueule. Chapeau bas à l'artiste. Bonjour à tous, il va être question de Juré numéro 2, réalisé par Clint Eastwood. You know what to do. L'histoire Justin Kemp est choisie comme juré avec d'autres citoyens dans le procès d'un meurtre très médiatisé, celui de la jeune Kendall Carter tuée un an plus tôt. Alors que toutes les preuves indiquent son copain James Hyde comme le coupable, Justin se rend compte qu'il serait à l'origine du crime. Doit-il se protéger ou se livrer alors que sa femme est enceinte et que sa vie va prendre un nouveau tournant? 41e et sûrement dernier film du grand Clint Eastwood, un homme que j'ai toujours admiré et qui, depuis que j'ai créé la chaîne, j'en ai toujours profité pour chroniquer ses dernières œuvres. Que ce soit La Mule, Le cas Richard Jewell ou encore Cry Macho. À l'œuvre d'une filmographie qui se parachève après plus de 70 ans de carrière, ça fait beaucoup, le bonhomme clôt son chapitre cinématographique avec un thriller politique d'une grande intensité, un film de procès auquel un mari dit idéal mais tourmenté au cœur d'un meurtre qu'il comprend avoir commis à la place de l'accusé. Si Juré numéro 2 n'est pas un autre de ses chefs-d'œuvre de la puissance d'un maître de guerre, Gran Torino ou encore Mystic River, il en signe pas moins un film d'une intelligence rare sur les dilemmes moraux et sur le fonctionnement de la justice. Un cinéaste du passé très ancré dans un classicisme très prononcé, héritier de Don Siegel, Sergio Leone ou encore John Ford, mais nous rappelant sa maîtrise à nous raconter des histoires moralement complexe et dont le sens unique de sa mise en scène traitée avec élégance et rapidité nous montre à quel point il va nous manquer. Et pourtant, avec le film de procès, un genre que j'apprécie mais qui a clairement du mal à se renouveler et qui, pour la nouvelle génération du moins, sent un petit peu la poussière, mais dont Clint Eastwood en utilise intelligemment les codes tout en y injectant ses propres obsessions. Dès l'ouverture où Justin présente à sa femme la chambre de leur bébé qui va arriver, le cinéaste adopte un point de vue de l'épouse où le travail de lumière condensé par les rayons du soleil dissimule un gemme maléfique qui va l'extirper tout au long du métrage. Justin va se dévoiler petit à petit devant la justice et où durant le procès, le malaise va commencer à s'installer car il était présent lors des faits. Il était dans le bar avec un verre d'alcool qui n'a pas touché étant un ancien alcoolique et sur le chemin du retour, sa voiture va heurter quelque chose. Pensant que c'était un cerf, mais les détails de l'affaire vont lui mettre le doute pour découvrir qu'il est le meurtrier malgré lui. Doit-il voter la condamnation d'un homme désigné coupable à sa place, quitte à détruire une vie, ou doit-il se livrer et mettre en péril sa famille? Forcément, au fil de l'histoire, la mécanique va jouer sur l'ambiguïté et sur l'ampleur émotionnelle. La dualité va s'installer entre ceux qui le croient coupable à 100% et ceux qui émettent un petit doute et pense qu'il pourrait être innocent, rappelant énormément Sidney Lumet dans son chef-d'œuvre 12 hommes en colère. Un portrait d'une Amérique dont Clint Eastwood explore depuis ses débuts, que ce soit dans ses westerns, ses films de guerre ou encore ses drames historiques, la violence gangrène dans un système imparfait, rappelant le héros à se repentir pour faire le bien ou le mal d'une certaine manière. On pouvait déjà le voir dans les Hautes Plaines, Mystic River, American Sniper ou encore La Mule, où il est question d'héritage dans une Amérique énormément divisée. Pour cela, Clint Eastwood va mettre en avant un symbolisme fort où chaque plan n'est pas choisi au hasard. Dans le placement des personnages, les objets qui les entourent ou encore le regard. Un plan vers la fin que j'adore où Justin, joué admirablement par Nicholas Hoult, est en train de discuter dans un banc avec Face, l'avocat à la défense de la victime, joué par la tout aussi excellente Toni Collette. Il parle, suite à la condamnation de l'accusé, du fonctionnement de la justice et de ses imperfections, pour finir sur un plan où Face, en plongée, regarde la statue de la justice. Ce plan est juste magnifique et te dit énormément de choses. Vecteur de sens dont elle va commencer aussi à se poser des questions si la personne qu'on a mis en prison est le véritable meurtrier. Accentué par un énorme travail du montage, multipliant les points de vue pour essayer au mieux de recoller les faits de ce fameux 25 octobre 2021 et où chaque témoin va y mettre un petit peu son petit grain de sel, que ce soit la serveuse du bar ou encore le vieux qui vit dans sa caravane et qui aurait vu
soi-disant le tueur fonçait sur la victime alors qu'il pleuvait énormément et qu'il avait une visibilité très réduite, ou encore les autres jurés y adoptant leur vision de la chose avec plus ou moins de flair. Notamment Harold, un des membres des jurés et ex-flic, joué par J.K. Simmons, qui va vouloir enquêter alors que normalement il n'a pas le droit, mais qui va quand même découvrir des choses un petit peu louches dans cette affaire. Alors que les autres membres des jurés, soucieux de se débarrasser le plus rapidement possible de cette histoire pour revenir le plus rapidement à leurs occupations, ont forcément été influencés par leurs propres ressentis et leurs propres expériences, quitte à condamner d'avance l'accusé, là où Justin, peut-être pour se donner de bonne conscience, pense le contraire. Clint Eastwood est extraordinaire dans sa façon à mettre en scène des scènes fortes, blindées d'ambiguïté et de paradoxe pour faire réfléchir le spectateur et essayer de le faire sortir un petit peu de sa zone de confort, ce qui devient de plus en plus rare au cinéma actuellement. Jouant sur les fausses pistes et les non-dits, quitte à frustrer le spectateur, d'où le fait peut-être que Warner ne croyait pas spécialement en juré numéro 2, pensant au départ le mettre dans une plateforme avant de se raviser et de le mettre au cinéma, mais dans une distribution très limitée. Une frustration que le cinéma aujourd'hui se doit de ne plus connaître, mais Clint Eastwood ne fait pas dans le consensuel, pour laisser au spectateur ses propres interrogations et ses propres opinions. Et oui, il faut réfléchir un petit peu de temps en temps, hein. On va pas juste dans une salle de cinéma pour se vider la tête comme on dit. Le génie du cinéaste réside aussi dans sa faculté à ne jamais être à distance de ses protagonistes, surutilisant des plans rapprochés pour être au plus près de ses personnages sans tomber dans l'académisme d'un téléfilm. C'est pas le genre du monsieur quand même. Surtout que les ressentis, notamment la culpabilité, est au cœur du récit. Une maîtrise du langage cinématographique qu'il a su transcender grâce aux maîtres qu'il a pu côtoyer pour prolonger leur héritage, pour mieux amener ce dysfonctionnement de la justice et réussir à nous faire plus facilement avaler l'art du mensonge. Mais dans une certaine matérialisation, la balance lui fait à la justice ouvrir les yeux dû à des manquements jusqu'à ce plan final qui représente tout ce que j'aime chez Clint Eastwood. Loin d'être mineur dans sa filmographie, Juré numéro 2 nous démontre une fois de plus comment on peut réussir à raconter des histoires a priori simples, mais où derrière, par un grand cinéaste, peut amener vers quelque chose de plus fort. Sans oublier la magnifique partition de Mark Mancina qui porte minutieusement la tension crescendo pour vraiment nous porter vers un récit encore plus ambitieux. Pour tout cela, merci monsieur Clint Eastwood pour tout ce que vous avez amené au cinéma. Vous finissez, en tout cas personnellement, sur une très belle note. Profitez de votre retraite bien méritée et des années qui vous restent. Grand respect à vous. En conclusion, pour son dernier long métrage, Clint Eastwood confirme avec Juré numéro 2 toute la maestria du bonhomme sur une réflexion humaine des manquements d'une institution a priori inaudible à travers des citoyens dits modèles. Un miroir d'une société qui se cherche, mais où l'héritage du cinéaste transpire à chaque plan du film. Et puis merde, à 94 ans, Papy Clint vient de signer l'un des thrillers les plus haletants et les plus maîtrisés de l'année, apportant une conclusion parfaite à un grand homme du cinéma. Le dernier des géants. Merci pour tout, en espérant que la nouvelle génération puisse s'inspirer de votre merveilleuse longévité pour nous faire continuer à aimer le cinéma comme vous l'avez fait. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.